Souvent perçus comme des confettis isolés, les Outre-mer sont en réalité des véritables acteurs de la mondialisation. Depuis la fin de l'époque coloniale, leur départementalisation a permis de les intégrer pleinement dans les flux mondiaux, jouant le rôle de relais entre la France et les différents continents. Oui, les Outre-mer, c'est d'abord une présence stratégique avec 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. La France est la deuxième puissance maritime mondiale, selon le ministère de la Mer en 2023. Des territoires comme la Réunion ou la Polynésie servent de point d'appui pour les échanges commerciaux, militaires et touristiques. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe? Ces territoires sont mondialisés, mais leurs économies restent très dépendantes de la métropole. Vous voulez dire qu'ils subissent aussi les effets négatifs de la mondialisation? Absolument. C'est le grand défi. Ils captent les flux globaux, mais peinent à en tirer pleinement profit. À Mayotte, par exemple, selon l'INSEE, 60% du PIB provient des transferts de la métropole, et cette dépendance limite leur autonomie malgré leur position stratégique dans l'océan Indien. Parlons justement de ces atouts. Le grand port de la Réunion est souvent cité comme un hub régional. Qu'en est-il vraiment? Le grand port maritime de la Réunion est un cas fascinant. Grâce à 648 millions d'euros investis entre 2014 et 2023, il est devenu un pivot logistique dans l'océan Indien avec des quais en eau profonde de 16 mètres, capables d'accueillir des porte-conteneurs de 12 000 EVP, qui est l'unité des mesures des porte-conteneurs. Et en 2023, il a traité 4,5 millions de tonnes de marchandises, dont 70% en transbordement vers l'Afrique et l'Asie, selon les chiffres du Grand Port maritime de la Réunion. Mais il reste derrière Port-Louis, à l'île Maurice, juste à côté. Comment expliquer cet écart? C'est vrai, Port-Louis traite 5,6 millions de tonnes de fret. La Réunion souffre d'un certain éloignement des grands axes maritimes et de coûts logistiques élevés, mais elle a un atout, c'est son statut européen. Les conteneurs qui partent du port de la Réunion bénéficient des accords entre l'Union européenne et l'ACP, un groupement de 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ce qui attire des investisseurs. C'est ce que montre un rapport de l'Agence française de développement. Et pour les autres outre-mer, les Antilles par exemple, connaissent-elles le même dynamisme? C'est plus compliqué. Les ports entiers comme Fort-de-France sont enclavés. Ils dépendent surtout de la métropole et la proximité avec le canal de Panama, qui crée une dépendance vis-à-vis des hubs de transbordement régionaux. Et du côté de la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie, c'est un cas paradoxal. Elle détient 25% des réserves mondiales de nickel, et le port de Nouméa exporte 60 000 tonnes de nickel par an vers la Chine et l'Union européenne. Pourtant, les retombées locales restent faibles. Seuls 15% des emplois du secteur profitent aux Kanaks, le peuple autochtone qui représente 41% de la population du territoire, et 37% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Très bien. Passons des cargaisons aux valises. Les outre-mer misent beaucoup sur leur attractivité touristique. Est-ce un modèle durable? Le tourisme est en effet un levier économique important. En Polynésie, il représente 12% du PIB et environ 8 000 emplois, et à Saint-Barthélemy, il génère 80% des emplois. Mais ce secteur reste fragile. En 2020, à La Réunion, la pandémie de Covid-19 a provoqué une chute de 98% des arrivées touristiques. Et sur le plan environnemental? C'est l'autre grand défi. Le tourisme de masse exerce une pression croissante. À Mayotte, les récifs coralliens souffrent du passage des grands bateaux de croisière, et à Saint-Martin, 70% des récifs sont dégradés par des ancres de yachts, selon un rapport de la WWF publié en 2022. Alors faut-il limiter le tourisme de masse? Oui et non. Certains territoires cherchent des alternatives. La Polynésie, par exemple, mise sur l'écotourisme, et une étude de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, montre en 2023 que ce positionnement attire une clientèle haut de gamme, plus respectueuse de l'environnement. Pour conclure, les outre-mer apparaissent comme de véritables laboratoires de la mondialisation.
c'est-à-dire ouvert, stratégiquement positionné et riche en ressources. Mais il reste marqué par des fragilités économiques, une forte dépendance à la métropole et des défis environnementaux. Et c'est tout l'enjeu des années à venir, transformer ces connexions globales en opportunités locales et durables. Comment faire pour que la mondialisation soit choisie et non subie? C'est un défi ambitieux, mais porteur d'avenir pour ces territoires, et peut-être une source d'inspiration pour d'autres régions du monde.